C'est pas depuis aujourd'hui qui rappe, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est très Yankee, c'est très Big Flo et Oli, tu vois, ah, ça va, quoi. C'est très ménagère de 50 ans, quoi. Tu sais, c'est pas du rap pour ceux qui écoutent du rap, à la base. Mais après, c'est bien de faire ça aussi. Cette phrase, lâchée par le rappeur Dooms, résume à elle seule le grand malaise actuel du rap français. Un fossé immense s'est creusé. Mais que signifie réellement faire du rap pour ceux qui écoutent du rap à la base? Cette guerre de légitimité n'est-elle qu'une querelle musicale ou cache-t-elle encore des fractures sociales bien plus profondes? Bonjour à tous, ici la Normalien. Aujourd'hui on va parler de rap, de lutte de classe et de récupération capitaliste. Le rap est né dans les années 70, dans les rues de New York, dans le Bronx. Dans un contexte social de pauvreté, de déplacement massif des populations et aussi avec la montée des gangs. Face à la violence dans les rues, il y a eu un besoin de forme d'exutoire, de divertissement. C'est alors qu'est né ce art avec des DJ. Il n'apparaît en France que dans les années 80-90 avec la variété française d'abord, avant de devenir le rap de cité que l'on connaît. De la même façon qu'à New York, les jeunes de cité françaises, face à la violence de leur quotidien, ont eu besoin d'un exutoire et ont donc choisi le rap sur disque de vinyle comme porte de sortie. Il y a donc un lien très fort de corrélation entre le rap et les environnements au contexte difficile. Aujourd'hui, nous allons explorer les sciences humaines de ce art afin de comprendre son histoire. En France, deux mondes s'affrontent dans le rap. La France des cités et la France périphérique. D'un côté, des jeunes abandonnés dans des quartiers déclassés, qui traînent des heures pour tuer le temps. De l'autre, des jeunes de campagne pauvres, eux aussi oubliés par le système, avec pour seule perspective la drogue et l'alcool. On comprend comment ces deux mondes se sont retrouvés dans le même genre musical. Pourtant, il existe des différences fondamentales entre les deux. Si les deux genres de rap ont en commun l'ennui, le vide, la drogue et l'alcool, la concentration de population dans les cités semble avoir ramené une omniprésence de la violence plus importante. De plus, l'environnement de la cité semble être frappé d'une double peine, celle de la pauvreté et celle du racisme. Pour comprendre cette scission, il faut regarder à travers 4 prismes. D'abord, le concept de retournement du stigmate en anthropologie socioculturelle. C'est un concept qui a été abordé brièvement dans les travaux de Goffman. Il y explique le besoin d'une frange de la population opprimée par un système d'utiliser les stigmates de son oppression comme un étendard de son identité politique. Un exemple très classique serait le mouvement de négritude d'Aimé Césaire, qui est né de la contre-utilisation du mot nègre à des fins de politique antiraciste. Les jeunes de banlieue, face aux stigmates de discrimination sur la violence, le vol, la drogue et l'alcool, ont décidé de créer une contre-identité, celle de la street crédibilité, qui utilise la violence, la drogue et l'alcool comme des étendards de fierté. Ensuite vient le concept de la psychologie évolutionniste, qui est la psychologie de coalition. C'est cette tendance que l'on observe chez les êtres humains à se placer en nous versus eux, endogroupes contre exogroupes. Face à un système oppressant, l'art est la seule ressource du quartier. Laisser entre des gens de l'extérieur, le public mainstream, c'est risquer de faire entrer le loup dans la bergerie. Les rappeurs se positionnent donc en nous qui devons protéger un art face à eux, les personnes venues contaminer notre art. Puis vient la sublimation. C'est un concept freudien qui consiste à transformer la dépression et la violence en une création artistique valorisée. C'est ce qui pourrait expliquer en partie le lien de corrélation très fort entre le rap et ces quartiers difficiles et situations de violence.
les jeunes de quartier, face à toute la violence dans leur environnement, trouvent comme porte de sortie la création artistique à travers le rap. Et enfin, dernier concept, et sans doute le plus important, celle de l'intersectionnalité des discriminations, qui nous vient de la sociologie. L'exemple le plus frappant nous vient d'un procès contre General Motors. La société a été acquittée dans un procès pour discrimination raciale et misogyne. En effet, elle a prouvé qu'elle employait des femmes, principalement blanches, et des noirs, principalement des hommes. Cependant, les femmes noires qui se trouvent à l'angle mort de ces deux discriminations ont été ignorées par la justice. C'est ce que pourraient subir les jeunes de banlieue dans le cadre, par exemple, d'une politique anti-discrimination. Imaginez une entreprise qui emploierait des Noirs et des Arabes, souvent plus issus de la classe moyenne et supérieure, et des pauvres, principalement des Blancs. Les jeunes de cité, noirs, arabes, pauvres, seraient alors ignorés par les luttes anti-discrimination. Alors vous l'aurez compris, ce sont ces différents mécanismes qui sont en jeu et expliquent le besoin des rappeurs de banlieue de se différencier des autres rappeurs. Le rap ne crée pas les violences que l'on observe dans les quartiers, comme ont pu le laisser entendre des politiciens et des médias. Il les décrit et les interprète. L'art vient se greffer à l'environnement de l'artiste. L'argot est alors parfois utilisé à la fois comme une marque d'identité au groupe, mais aussi pour transcrire des réalités assez brutales. Certes, le rap s'est étendu au-delà de son environnement de naissance. Mais l'expression de ce art n'est pas similaire d'un environnement à l'autre. Il est donc normal de voir une distinction se créer. Les deux n'expriment pas la même réalité. On a affaire à deux peintres qui n'utilisent pas les mêmes couleurs pour peindre leurs paysages. Les deux ont autant en commun l'oisiveté qu'ils ont en commun la vie, la tristesse et l'amour. Ils ne souffrent pas pareil, ils n'aiment pas pareil, ils ne rappent pas pareil. La réunion des deux est souvent plus le résultat d'un objectif capitaliste que la jonction de deux groupes similaires. Alors évidemment, l'art a évolué et occupé la première place des ventes. Mais la condition des quartiers reste la même. Le besoin d'exprimer sa réalité difficile à travers ce art est donc toujours présent. Un malaise se crée alors. Face à ce malaise, les artistes de banlieue expriment un rejet des autres formes de rap et se positionnent en puristes. Mais le paradoxe apparaît lorsqu'ils essaient de se sortir de leur situation de précarité, grâce au consumérisme. Ils sont obligés d'ouvrir leur art afin de toucher un public plus large et in fine gagner plus d'argent. L'ouverture de l'art permettra alors l'inclusion d'autres environnements. On rentre alors dans une boucle sans fin. La vraie solution, le piège auquel fait face le rap de banlieue est assez similaire à ce que fait le capitalisme à tous les autres. C'est le piège de l'aliénation. On accepte de vendre son identité, son essence, contre de l'argent. On devient les promoteurs du billet du survivant, vantant les mérites des rares personnes qui s'en sortent pour effacer l'énorme ensemble des personnes coincées par le système. Vous pourrez amasser autant d'argent que vous voulez, acheter autant de belles montres qu'il vous plaira, mais vous devrez laisser derrière vous cette maman qui cumule deux boulots, son fils qui reste alors sans surveillance et son père qui se trouve en prison. Pire, la précarité des gens de banlieue devient même un spectacle à vendre aux esclaves du consumérisme. Vous pourrez alors la mettre en scène afin de vendre des places de concert. Votre culture n'est alors plus qu'un produit dans un magasin monde. Une expérience qu'on peut vendre au Club Med France. Mais attention, il n'aime pas trop épicé. Alors il faudra le diluer pour qu'il puisse le consommer. Alors, mes chers rappeurs, il ne vous reste plus qu'une seule solution. La lutte marxiste. Comprendre les mécaniques de domination, les rapports de pouvoir et les conséquences qui en découlent, afin de mieux les dénoncer. Devenir une voix pour la lutte contre un système d'embourgeoisement qui n'épargne personne, mais n'intègre que quelques-uns. Alors évidemment, je ne demande pas à tous les rappeurs de ne plus faire que du rap conscient à la Kerry James, mais d'intégrer simplement l'explication du capitalisme comme piège de leur communauté.
il est facile de s'attaquer à la mauvaise cible, au bouc émissaire, accuser ses parents, ses amis, ses voisins de toute la violence qu'il y a dans le quartier afin de ne pas se sentir coupable de les quitter sans se retourner. Pourtant, le vrai coupable est bel et bien notre système social actuel. Les vrais coupables, ce sont aussi ces bourgeois, ayant profité de la situation de précarité des travailleurs étrangers pour les regrouper dans une zone abandonnée. Ces mêmes gens qui ont choisi spécialement d'embaucher sous subordination et de fuir les zones où vivaient leurs salariés précaires. Tu vends ton âme au diable chaque fois qu'il te donne un peu de ses privilèges. Tu deviens alors un conservateur de ce que tu ne veux pas perdre. C'est par ce même mécanisme que ton rappeur préféré, qui dénonçait un système, devient un conservateur de ce même système lorsqu'il arrive à accumuler quelques richesses. Comprendre cela et oser penser contre soi-même, car l'on est tous sujets à l'embourgeoisement, c'est la solution pour les rappeurs pour rompre un peu le malaise. Devenez les alliés de la lutte anti-classe, même lorsqu'ils s'attaquent à vos privilèges. Sans cela, vous êtes destinés à être des sujets de l'aliénation entre votre amour du quartier et votre amour de l'argent. Mes chers co-humains, je vous laisserai avec cette question du groupe Arsenic. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Qui prétend faire du rap sans prendre position? Faire opposition, ça me connaît. Moi je me connais en me faisant de la monnaie. Donner puis recevoir au bonheur abonné. Je boxe avec les mots, je vis aussi chaud. J'ai sur le dos à moi mes barreaux. Les formules et haute politesse, nous on s'en fout. Si tu kiffes pas Renoir, t'écoutes pas.